Ça me fait plaisir de vous voir. Euh, Vous êtes sûrement au courant, puisque vous êtes là, euh, du fait que il y a ce gros événement que je suis en train de préparer à Avignon les 20, 21 et 22 octobre. Euh, c'est un événement dans tous les cas très important, dans tous les cas, même si on n'est que 10 là-bas. Maintenant, j'espère plutôt 50 000. Mais on sera ce que on sera. Et dans tous les cas, ce sera un événement historique parce que il est dans la suite de non seulement de 5 années de résistance victorieuse qui se sont écoulées, euh, mais aussi dans une lignée extrêmement longue, je dirais, de résistance qui appartient à l'histoire de France et qui s'est constamment exprimé avec du bien, du mal, avec des réussites et des défaites, mais qui constituent le pays merveilleux, qui font, qui, oui, constituent, euh, définissent le pays merveilleux dans lequel nous vivons et qui a toujours su s'en sortir et toujours grandir, quelle que soit justement l'issue de ces événements et au cours de ces 3 à 4 000 dernières années. Puis l'âge de bronze, on va dire, plus particulièrement. La France est un pays extraordinaire, un pays sacré, un pays vénéré, respecté, qui justement a donné la preuve de sa résilience, de sa grande résilience, en tout temps, et qui va continuer à le faire parce que c'est dans ses racines, dans ses gènes. Ces 5 années ont été trépidantes, avec comme premier événement marquant, présent dans tous les esprits, la grande manifestation de novembre de 2018 et qui a engendré ensuite euh, toute une succession de d'actions indéfiniment, de façon incroyable et remarquable. Parce que ce qui se passait déjà en 2018 était déjà très grave, les gens étaient déjà à bout, et ça n'a fait qu'empirer ensuite. Donc, on ne s'est pas effondré, de toute façon, comment l'aurait-on fait? Mais on a été effectivement, de, à cause de ça, constamment euh, motivé à avancer vers une solutionnement, une solution, un solutionnement euh, des problèmes bien anciens, très anciens, que connaît la France, disons, et qui se sont intensifiés particulièrement donc depuis 1980, quoi. 1980, les années 80, on va dire. Avec donc véritablement
30 ans très difficiles, hein, plus de 30 ans, 40 ans très difficiles, et avec une dégradation, je dirais, permanente, un état de crise permanent. Voilà, qui a abouti au fait qu'à un moment donné, bah, les gens ont dit stop, faut que ça change. Donc c'était il y a 5 ans et entre-temps, ben, ça a été pire puisqu'on a eu cette incroyable crise Covid qui a pas d'équivalent véritablement, enfin, bon, parce qu'on a changé d'époque, hein, mais qui avait quelque chose de surréaliste, de jamais vu, de profondément illogique et catastrophique. Donc ça n'a pas cassé ce mouvement de résistance naissant, hein, qui avait commencé donc 2 ans auparavant, 2, 3 ans auparavant. Hein. Au contraire, ça, ça l'a attisé et ça a abouti à ce que j'estime être une victoire et un changement de la composition de l'Assemblée nationale et aussi avec une opposition, je dirais, beaucoup plus enhardie, hein, ça n'a rien à voir, avec une majorité croupionne, une fausse majorité, euh, et une, une opposition qui n'a plus froid aux yeux, qui ne se considère plus comme la cinquième roue du carrosse, qui ose, et qui ose aussi parce que il y a cette pression permanente du peuple qui s'exprime tout particulièrement avec, au travers des manifestations des Gilets jaunes, qui n'ont rien à voir évidemment maintenant avec les très grandes manifestations de 2018 et même d'après, mais qui sont extrêmement présentes, extrêmement visibles et qui transmettent des messages clairs, toujours plus clairs, et qui sont de plus en plus, toujours plus écoutés. Il y a une grosse progression de ce point de vue-là. Peut-être moins de monde, beaucoup moins de monde, mais une expression de plus en plus riche. Donc la résistance s'est profondément transformée au cours de ces 5 dernières années. Maintenant, la résistance, elle est bien plus ancienne, hein. Véritablement, elle s'est surtout manifestée, je dirais, à partir de 2020, 2021, de 2001, pardon. Elle n'a pas cessé de se développer. Et, mais elle a pris sa forme publique véritablement avec, voilà, et pré-politique, on va dire, à partir de 2018. Donc c'est un mouvement croissant et qui, selon moi, est sorti totalement vainqueur de la crise Covid, a beaucoup contribué à empêcher l'instauration du pass sanitaire grâce justement au changement de majorité de fait, de fait qui s'est produit aux élections législatives et présidentielles et législatives de l'année dernière. Donc il y a une évolution régulière, très régulière,
et une maturation de la résistance. Et étant donné les événements de la crise Covid, incroyables, euh, il y a eu un gain euh, en force considérable parce qu'il y avait une partie technique très importante et la résistance a su montrer qu'elle savait faire face et être active quel que soit le danger auquel le pays était exposé. Donc l'évolution normale maintenant est que en pratique la résistance, les gilets jaunes euh, et tout ce qui s'est constitué autour, voilà, à l'occasion de ces épreuves, eh bien, la résistance est déjà devenue une force politique majeure, dans les faits. Euh, Maintenant, on pourra citer, voilà, tous les grands partis, mais la résistance, les gilets jaunes, sont là et très présents et constamment présents. Et en pratique, il n'y a aucune autre force politique qui soit aussi présente, aussi active que cette résistance. Maintenant, elle est née de partout, elle est née spontanément, elle ne s'est pas structurée en un parti. Euh, et donc c'est à la fois une faiblesse, mais en fait aussi sa très très grande force. Une petite seconde, je salue autour de moi. Bisous. Euh, donc l'évolution a été constante et le gain en qualité aussi. Et on fonctionne toujours en pratique en mode exponentiel. Les courbes, la courbe naturelle est une courbe exponentielle. Toujours, c'est jamais une ligne droite. Hein. Dans les phénomènes spontanés. Et l'évolution est très bonne. Et le gain, voilà, est constamment lui-même croissant. On est euh, effaré justement de la qualité des grandes figures qui ont émergé au cours voilà, en particulier de ces 3 dernières années. Il y a un niveau de qualité, d'assurance, de précision, voilà, qui est absolument remarquable et qui, en fait, comparativement, dégrade totalement la, les sources d'informations standards, aseptisées et complètement vides auxquelles les Français étaient habitués. Maintenant, en gros, plus personne ne regarde la télé, quoi. C'est terminé. Ça va pour les émissions de divertissement. Ça va pour avoir un petit peu des images sur les événements. Mais les Français n'attendent plus du tout, du tout, du tout de l'information réellement euh, provenant donc des grands médias. Ils se sont complètement écrabouillés à l'occasion de leur gestion honteuse de la crise Covid, qui n'a trompé personne, quoi. Ça a trompé des millions de gens pendant quelques mois. Mais après, la supercherie est devenue tellement évidente, énorme, que les Français se sont détournés complètement euh,
de la télévision, des grands médias, en tant que source d'information utile, dont ils ont besoin pour survivre. Voilà. Ça, ils vont la trouver sous une forme extrêmement riche et 10 fois meilleure sur Internet et sur les grands, le grand nombre de canaux hein, qui ont réussi à s'imposer justement par leur sérieux et par leur souci de la vérité. Et donc, ça y est, la, la, la télévision classique a vécu, ça va, on regarde ça un peu pendant le repas, avant d'aller se coucher, parce il faut voir quelques images divertissantes, et puis pour des petits résumés, mais ce n'est pas là qu'est du tout euh, la vérité et ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir compris. Donc les choses ont changé énormément à l'occasion de cette catastrophe de la crise Covid qui a été quelque chose d'incroyable qu'on n'aurait même pas, je dirais, imaginé dans une série B, quoi, dans une série de mauvais films écrits par des débutants, hein, des stagiaires. Donc les Français ont vu voilà, ce qu'ils avaient vénéré pendant 50 ans s'effondrer devant leurs yeux. Et, donc, finalement, il y a eu un écroulement. Hein, je veux dire, ceux qui croyaient pouvoir tromper, eh bien, finalement, ont tout perdu. Hein, et puis, sont obligés maintenant de s'adapter. Hein, c'est-à-dire, on voit, quelles que soient les chaînes, quels que soient les journaux, c'est, je commence à m'adapter ou je disparais. Voilà. Donc tout change très très profondément et c'est très très bien et on va dans la bonne direction et le niveau extrêmement médiocre euh, de ceux qui ont prétendu imposer aux Français des schémas absurdes, totalement faux, voilà, matraqués, voilà, comme si on était 50 ans auparavant, même avant ça, eh bien, maintenant, on constate que ça y est, ils sont hors course, ils ont tout perdu, quoi. Alors, donc on va dans la bonne direction. Hein, tout ce qui était foireux s'écrase, se désagrège en temps réel sous nos yeux, et on arrive au bout, quoi. Parce que y a une sorte de folie à vouloir maintenir un schéma complètement faux, évidemment faux, et en l'amplifiant. On ment, on ment, on ment, et donc le public va gober les mensonges, gober, gober, gober. Ben non, parce que ces mensonges aboutissent à des catastrophes véritables, à des milliers de morts. La crise Covid a eu pour conséquence des dizaines de milliers de morts, véritablement des immenses souffrances à cause de ces mensonges.
et donc qui sont donc vécus au sein de chaque famille. Ils ont menti de façon incroyable et les gens en sont morts. Ils sont morts parce que ils ont été injectés avec une saloperie, sont morts qui est une catastrophe, fout les caillots, fait des crises cardiaques, développe des cancers et tout. Même dans un dessin animé d'horreur, un film d'horreur, on n'aurait pas eu ça. Des morts parce que on n'a pas soigné comme on savait il fallait soigner, et comme les gens courageux ont soigné, sérieusement. Des morts parce que on n'a pas traité des gens qui devaient être traités. Parce que on a surchargé les hôpitaux avec des traitements qu'il ne fallait pas faire. Euh, Parce que justement, on n'a pas soigné comme il fallait. On a donné du Doliprane à des gens qui étaient en, en souffrance réelle, qui étaient vraiment affaiblis à cause de leur âge, à cause de leurs problèmes de santé auparavant, qui les rendaient plus faibles, et qu'il fallait traiter avec des antibiotiques normalement, et non pas avec du Doliprane. Voilà, qu'il fallait traiter avec l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, etc. Des morts, donc parce qu'on n'a pas pu soigner correctement ce qui devait l'être, on a décalé ces traitements. Des morts, donc, partout, dans le monde entier, et tout ça dans une optique uniquement mercantile, affreuse, et donc avec cette complicité intense, quotidienne, permanente des médias mainstream. Ça ne s'effacera jamais. La crise Covid, elle va rester un événement majeur, un peu comme l'occupation, les années d'occupation de 40 à 44, c'était 4 ans. Là, c'était 3 ans et on n'a pas totalement terminé. Hein. L'occupation Black Rock, des frappadingues américains, des fous alliés des caisses de retraite américaines, n'est pas encore du tout achevé. Mais enfin, quand même, je veux dire, au moins en France, euh, on, on est arrivé pour l'instant à une situation un peu stabilisée de ce point de vue. Alors maintenant, on veut nous coller d'autres immenses emmerdes, hein, une inflation épouvantable, enfin, qui n'est pas, voilà. On veut nous envoyer aller nous battre contre nos amis russes, qui nous ont sauvés il y a 50 ans, enfin, il y a 70 ans, en 42, donc 42 plus, on savait plus que ça, alors. 60 plus 20, il y a 80. On veut aller gonfler, aller nous forcer à. Voilà, c'est l'intention, mais ça ne va pas passer. À aller nous battre pour, euh, pour des bandits, hein, qui ont été placés
par la CIA à la tête de l'Ukraine. Donc, ça aussi, c'est une menace, mais enfin, c'est quand même une menace beaucoup moins forte que le risque de attaché à ces vaccinations délirantes, à ces injections de poison qu'on a voulu nous imposer. Ça, c'est horrible. Hein, je veux dire, c'est les gens de la morgue qui ont trouvé des fils là, entiers là, de macromolécules dans le sang des morts. Horrible. Et puis tous ces jeunes qui meurent, ces jeunes sportifs, au cœur lâche, parce que parce qu'il ne peut pas suivre, tout simplement, parce que il doit pomper, pomper, pomper tout le temps, et donc ça donne ces myocardites. Une catastrophe, hein. Bah, qu'on a vu en direct avec ce pauvre Raphaël Nadal, qui était encore très très bon, et puis qui, une fois piqué, bah, et ben, c'est devenu un zombie, quoi. Il est rentré, enfin, avoir tout perdu, quoi. Et maintenant, a une vie horrible. Quel gâchis. Tous les jours, il y a des morts. Bon, des sportifs qui meurent, des jeunes. Les chiffres de l'Angleterre qui font au moins, là au moins, il semblerait avec une certaine honnêteté, parce que pendant la crise, il n'y avait pas plus malhonnête que les informations qui venaient d'Angleterre. C'était pareil que les autres. Le gouvernement avait réussi à bien influencer les médias. Mais c'est les Anglais, donc quand ils ont à cœur aujourd'hui d'essayer de rétablir la vérité. Ils avaient fait confiance à leur gouvernement qui les a trompés à 100% et ils ont fini par voir effectivement que c'était une catastrophe, que les fausses couches avaient été multipliées par 10, un truc comme ça. Et, euh, et donc ils font l'effort actuellement d'essayer d'établir des chiffres exacts, ce qu'on ne fait pas encore en France. Ça va venir, forcément. Donc, tous les gros saligots hein, dont on a toutes les vidéos, voilà, tout est en stock, il n'y a rien qui se perd. Et donc, qui ont travaillé à tromper les Français pendant ces 3 années, bah, vont bientôt devoir rendre leur compte. Et on les voit donc beaucoup, beaucoup moins. Ils se font très discrets euh, pour ne pas se faire huer en permanence comme Macron comme a été hué à la Coupe du Monde de rugby. On n'a jamais vu ça. Donc le tout change, et ça change vite. Hein, maintenant on est arrivé à une fluidité de l'outil informatique euh, proprement stupéfiante. Hein, et c'est devenu totalement déterminant. Totalement déterminant, ça change tout. Donc la vérité maintenant devient incontrôlable. C'est-à-dire qu'elle sort de partout. Et comme la vérité, c'est infiniment plus facile à gérer que le mensonge, il faut tout le temps réfléchir à ce qu'on dit,
ne pas se contredire, etc. C'est très compliqué le mensonge. C'est insupportable. C'est inviable, alors que la vérité, ça coule tout seul. Donc on ne peut pas se battre contre la vérité. Elle s'impose. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Un mensonge va durer un certain temps. Il peut durer parfois des décennies, bien sûr. Mais il finit toujours, toujours, toujours par être dézingué. Et maintenant, beaucoup plus vite qu'avant. Avant, un mensonge, comme le fait qu'on est allé sur la Lune, euh, ça pouvait décider. Voilà. Ou que Kennedy avait été tué par un déséquilibré. Ça pouvait tenir d'année en année parce que le flux d'informations était faible. Euh, et les moyens d'investigation étaient faibles. Maintenant, on a toutes les infos, tout. Et il y a des milliers de personnes. Voilà, pour tout le monde, gratuite. On est 1000 fois plus puissant que la CIA ou que le NSA il y a 30 ans. Donc, c'est imparable. L'issue est. Voilà. Tout est. Enfin, voilà, multiplié par 1000, 10 000, 100 000 en termes de vitesse et de masse. Donc, les menteurs, c'est fini. Les menteurs de papa, professionnels, c'est terminé. Celui qui raconte un bobard, il se fait dézinguer. Avant, c'est qu'il fallait peut-être 10 ans, 20 ans, et maintenant, ça peut se faire en 2 mois. Voilà. Et puis après, le gars, c'est terminé, parce que une fois qu'on a vu que c'était un menteur, il peut toujours courir pour essayer de se refaire une crédibilité. Donc c'est cuit. C'est cuit. On rentre dans une nouvelle civilisation véritablement où, où la vérité a infiniment plus de place, n'est plus en position d'infériorité par rapport au mensonge matraqué. Voilà. Le matraquage à la Goebbels, c'est terminé. Le matraquage à la mode Covid, à la mode Véran, c'est fini. C'est fini. Ça y est. C'est clos et on ne reviendra jamais en arrière. Et donc tout est à l'avenant. Donc la résistance à cause de ça, et qui était déjà le fruit quand même de cette évolution, de cet accès à l'information et de cette, cette communication centuplée déjà, eh bien, cette évolution, il va aller en croissant, et comme quand même les escrocs sont en minorité, en nombre, par rapport aux gens normaux et qui sont bien intentionnés, qui ne survivent pas par l'escroquerie, qui sont une minorité, eux, ben, l'issue, elle est totalement évidente. Les escrocs sont une race qui est vouée à disparaître et qui est en train de disparaître. Bientôt, comme Madoff, qui a fini par aller en prison et qui est mort en prison après avoir roulé des dizaines ou peut-être des centaines de milliers de retraités, leur avoir piqué leur pognon, eh bien, Madoff est mort en prison avec, après son escroquerie de 50 milliards. La plus grosse escroquerie privée d'un individu, d'un groupe d'individus.
le plus gros casse, quoi. Mais le dernier casse. Il est mort misérablement en prison en vendant ses petits chocolats. Il n'a pas tenu très très longtemps. On ne tient pas très longtemps en prison. Eh bien, Bill Gates, c'est bien sa place dans pas très longtemps. 5 ans. Dans 5 ans, Bill Gates est en prison. Et là, c'est pareil, enfin, comme Madoff, il va se dégrader physiquement à vitesse grand V. Hein. Et puis, 5 ans après, voilà. Donc, il va terminer, voilà, comme il le mérite, quoi. Et comme, malheureusement, c'est même pas de sa faute, je veux dire. C'est devenu un criminel, mais parce que l'argent rend fou, quoi, à ce niveau-là, et que on est, on fait l'objet d'une convoitise à un niveau gigantesque. Moi, comme je le dis souvent, je suis quand même à défendre ces criminels parce que ils ont été pris, donc après, ils ont été pris dans une mécanique qui les a rendus criminels, hyper criminels. C'est pour ça qu'un bon avocat saura défendre le pire des criminels. Il y aura toujours des raisons qui font que il est la victime en fait d'une logique, d'une mécanique euh, et très puissante. Et Bill Gates a été embarqué par Epstein voilà, qui pendant 20 ans n'a fait que filmer ses victimes auxquelles il fournissait des jeunes, quoi, pour avec certainement toujours dans un petit peu, de la drogue en même temps, quoi, de façon à pouvoir faire chanter ces gens et les coincer et les amener à s'enfoncer toujours plus dans le crime, quoi. C'est ce que faisait El Capone, c'est ce que faisait, etc. Toutes les mafias du monde ont utilisé le chantage comme arme numéro un, quoi. Et c'est pour ça que on a dans tous les pays du monde une corruption gigantesque parce que les mafias fonctionnent, fonctionnent comme ça, quoi. Je veux dire, et faut pas chercher même, de tout temps, de tout temps. Seulement, c'est pareil ici, c'était devenu 1000 fois plus facile avec les moyens vidéo, etc. Donc l'issue est certaine et très bonne et il faut, et je suis très optimiste, et il faut être très optimiste, tout en allant au bout de la bataille contre les criminels qui ont été produits par ce système. Le système fabrique les criminels, un système pourri fabrique les criminels qui vont lui permettre de continuer de survivre. Voilà. De tout temps, avec les nazis, c'était pareil, etc. Et c'est ce qui provoque la dégradation euh, de toutes les très grandes entités, des empires en particulier. Je suis un fan, comme beaucoup, de l'histoire de l'Égypte ancienne, parce qu'on a une description de ces constitutions d'empire et ensuite de ces chutes, et sur donc sur des millénaires. Donc à la fois c'est euh,
C'est toujours différent et toujours pareil. La logique est toujours à peu près la même. Et enfin, les choses se répètent et se répètent avec une extraordinaire régularité. Et donc ce sont les conséquences même de la nature humaine et de la vie en société. C'est de la logique. Donc il n'y a pas, euh, comment dire, il faut avoir un point de vue d'historien, d'avocat, le plus objectif possible, tout en étant un combattant impitoyable dans la bataille. Pour gagner la bataille, il faut gagner la bataille. Il ne faut pas espérer, euh, espérer qu'au moindre moment, votre adversaire, tant qu'il ne s'est pas rendu et tant qu'il n'a pas été neutralisé, va cesser de tenter de vous abattre. Celui qui gagne la guerre, c'est celui qui parvient à maintenir son avantage euh, sans interruption jusqu'à la reddition de l'adversaire. La reddition totale, on l'a vu avec l'Allemagne, avec le Japon lors de la dernière guerre mondiale. C'est une condition absolue. Il faut que l'adversaire se rende totalement, sans condition. Et à partir de là, on fait le tri et on, on vire ceux qui sont incorrigibles, voilà, de telle ou telle façon. Et on fait en sorte bah, de reconstruire ensuite pour, pour les autres, quoi. C'est l'immense majorité. Les choses vont se passer exactement de cette façon-là. Donc, il faut euh, être euh, intense et, euh, et réaliste. Nos ennemis sont à Kouya, ils savent qu'ils ont perdu, ils s'efforcent de trouver des solutions de plus en plus folles, mais comme tout le monde est au courant de leur folie, comme avec un fou, on sait que on va agir très tôt pour l'empêcher de faire son N plus unième acte de folie. Et on en est là. Maintenant, le coup du Covid est tellement monstrueux, monstrueux de férocité, de cruauté et de conneries, et de conneries. C'est ça surtout, c'est-à-dire que, comme avec un fou, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est complètement absurde ce qu'il fait. Il est devenu, il a Alzheimer, il est devenu, voilà, totalement stupide. Et donc, à l'occasion de cette crise du Covid, on a vu un niveau de stupidité de nos ennemis, de cette bande de gangsters, qui qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et donc maintenant on sait, ils sont fous alliés. Et donc ils peuvent faire n'importe quoi. Et donc il faut leur foutre la camisole, voilà, et lâcher un petit peu pour qu'ils respirent encore un peu, voilà. Mais on ne laisse plus le moindre geste dès qu'ils commencent à aller dans une direction, à faire quelque chose, on sait que ça va être de la folie, et donc on intervient tout de suite. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc on n'a pas le droit en ce moment de baisser la garde et de dire
on va attendre 6 mois, on va attendre un an. Non. Il faut foncer. Et tous ceux qui ont des souvenirs de la guerre, des dizaines, des centaines de guerres qui ont constitué l'histoire, eh bien, savent qu'il ne faut pas laisser à l'ennemi le temps et les moyens de se relever. Il est à terre, on a réussi à maîtriser la bête sauvage, il faut l'achever. Voilà, comme je dis, avec, avec humanité, mais il faut l'achever, faut pas attendre. Il faut aller au bout. Il faut battre le fer quand il est chaud. Voilà. Et donc, on est là actuellement. Le fer est très chaud. Tous ceux qui ont été ont vu, constaté l'état de pourriture épouvantable de nos ennemis qui ont voulu nous piquer, hein, et piquer les enfants, piquer les femmes enceintes, etc. Les gens sont au sommet de leur colère, enfin au sommet. Il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge. Et, et donc c'est maintenant que nos forces sont les plus vives et les plus opérationnelles. Pardon. Et c'est maintenant qu'il faut foncer. Il ne faut pas attendre. Voilà. Bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est pour vous pousser à, donc à participer à cet événement euh, d'Avignon, là, 20, 21, 22, qui est très important, qui contribue à cette dynamique collective qui est magnifique actuellement, qui est très intense. Tous les jours, Jean-Dominique Michel balance un énorme pavé, une bombe, voilà, avec dynamisme, avec clarté, précision, perfection, etc. Idriss Aberkan, pareil. Perron, pareil, etc. Nous n'avons jamais été, et de loin, aussi puissants, dynamiques qu'en ce moment. Et il faut que ça continue. Donc, j'apporte ma contribution à ça en mettant en route euh, la résistance en tant que première force de fait, force politique de la France. Tout, j'ai dit tout dans les différents postes que vous avez sur le site, mais et donc je, je ne pourrais faire que répéter et illustrer et rendre plus digeste, voilà, avec une perception, un exposé euh, plus, plus facile que la lecture qui fatigue. Mais donc c'est bien, c'est justifié. Et le rôle d'ailleurs de l'événement d'Avignon est aussi d'illustrer, de rendre palpable, comme toute œuvre d'art d'ailleurs, toute expression est une consolidation, un renforcement, une concrétisation, une existentiation très importante.
Même le plus beau morceau de musique, je vais l'écouter 100 fois. Et voilà. Et je vais avoir plaisir à l'écouter 100 fois. Et c'est parce que je l'ai écouté 100 fois qu'il existe dans ma tête et que je peux m'en régaler. C'est le rôle de l'expression. Voilà, là, il n'est pas nécessaire d'économiser l'expression. Il faut, au contraire, exprimer la même chose des dizaines, des centaines de fois, avec autant de variantes possibles. C'est le principe même de la vie. Tout est répétition dans la vie. La vie n'est qu'une répétition. Mon cœur bat sans arrêt, mon sang circule sans arrêt. De la même façon, c'est une répétition. Tous les éléments de mon corps vont faire la même chose, répéter la même chose, de ma naissance jusqu'à la mort. Et la Terre tourne indéfiniment autour du Soleil, et autour d'elle-même, etc., etc. Et les saisons se suivent et se répètent. Tout est répétition. La vie est une répétition, avec toujours des variantes, bien sûr. Mais 80%, 90%, c'est tout le temps la même chose. C'est la vie. Quand mon cœur va s'arrêter de battre, je serai mort. Donc il ne faut pas hésiter à répéter, à redire. C'est la vie. Et la vie ne reconnaît que ce se répète. Pas ce qui est éphémère ne va se produire qu'une fois. Donc je vais répéter, et nous ne faisons que répéter. Dans ces manifestations, il n'y a que de la répétition. Beaucoup de répétition. Mais en essayant de mettre justement de la variété, de façon à ce que ça ne soit pas un matraquage, que ça ne soit pas une pure pénibilité. Si on répète tout le temps exactement pareil, c'est chiant, c'est insupportable. Quand il s'agit de choses nouvelles, d'évolution, en tout cas. Voilà, donc c'est bon pour aujourd'hui. C'est un peu une reprise de contact, d'une certaine façon, puisque j'ai des dizaines et des dizaines de vidéos, mais j'en avais pas fait depuis un certain temps. Et on va continuer comme ça, euh, en essayant de viser un très très bel événement qu'on va faire ensemble. Ensemble. On va faire quelque chose d'historique ensemble. Nous allons faire. C'est comme ça que ça marche. Allez, c'est bien pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Bisous.